professeur Houali. Je vous remercie surtout pour la question comment que vous allez contourner Takachouf et le manque des moyens. C'est vrai que la dernière partie concernant le séchage, ça demande qu'un micro-ondes, une balance. Balance, oui. Voilà, c'est une perte de masse. Donc, sans transition, je passe la parole au docteur Zuber. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, donc, de ma part, je tiens à remercier donc, Monsieur Dahmoun donc, pour donc, tous ces travaux donc, qu'il a présentés. Moi, je n'étais pas surpris parce que je connais M. Dahmoun donc, avec une expérience donc, de 2 ans de travail donc, au niveau de l'Université d'Oumbéra. Donc, je l'ai côtoyé. Donc, dès le début, j'ai senti qu'il a des capacités, donc il a une volonté exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai posé pas mal de fois la question, donc on a critiqué à certains moments le système LMD. Et M. Dahmoun fait partie de ce système, donc il a montré, il a bien respecté les délais de ce système LMD. Donc, il a reçu un bac en 2004, il se retrouve avec un doctorat en 2013. Donc, 3 ans donc, de licence, 2 ans de master et 3 ans pour avoir le doctorat. Et il vient après 2 ans, donc il vient de soutenir son habilitation universitaire. Donc, c'est un exemple pour ce système. Donc, je ne suis pas là pour défendre le système, mais c'est des cas qui existent un peu partout donc, à l'échelle nationale. Donc, on les retrouve un peu partout. Donc, comme il a dit M. Houali, donc c'est un document, c'est un CV très très riche. Ce qui m'a attiré l'attention, moi, c'est les publications donc, que vous avez fait avant et après le doctorat. J'ai pu noter cette publication avant le doctorat. Dans 4, vous étiez l'auteur principal, c'est quelque chose donc très important. Et après le doctorat, donc parmi les 12 publications que vous avez présentées, donc on a 3 où vous étiez l'auteur principal. C'est aussi donc en 2 ans. Donc, vous avez pu publier donc 3 travaux en tant qu'auteur principal, parce que, comme il a dit M. Houali, c'est pas facile. Donc, c'est juste pour rédiger donc 1 ou 2 articles pendant une année, donc ce n'est pas facile. Donc, on trouve 3 en tant qu'auteur principal et 9 donc en tant qu'auteur secondaire ou bien tertiaire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous remercie pour tout ça. Revenons un petit peu aussi à l'expérience pédagogique. Durant les 2 ans qu'il a exercé à l'Université d'Oumbéra, comme il a présenté, il a montré une polyvalence où il a assuré donc plusieurs modules dans plusieurs disciplines. On trouve même au niveau de l'écologie environnement, au niveau de santé environnement, au niveau de la microbiologie, au niveau de l'analyse biologique et biochimique, la biochimie. Donc c'est quelqu'un polyvalent, donc il a pu assurer des enseignements dans plusieurs disciplines. Et en plus de ça, c'est peut-être la spécificité, parce qu'on dit toujours l'administration tue la recherche. Depuis qu'il a rejoint l'Université de Oumbéra, il a commencé, on l'a mis au niveau de la scolarité, vous savez, les problèmes de la scolarité, donc il a assuré la tâche pendant une année, il a réorganisé donc la scolarité de notre faculté. Après une année, on l'a mis au niveau du département, et vous savez, les problèmes pédagogiques, son bureau il est tout le temps squatté par les étudiants, donc tout le temps on bagarre avec les étudiants, mais malgré tout ça il a continué et il a travaillé, il a produit, donc il a fait pas mal de choses durant ces 2 années d'expérience donc en tant qu'administrateur. Donc je le félicite. Donc, revenons aux axes, ou bien le fond de travail que vous avez présenté.
vous avez parlé beaucoup plus de cette technique ou bien de cette méthodologie, donc la technique donc de micro-ondes, donc de séchage assisté par micro-ondes. J'aimerais bien de savoir l'historique de cette méthode. Quand est-ce que la première apparition de cette méthode? Micro-ondes. La première apparition des micro-ondes, c'était en 1946. Après avoir constaté Spencer une barre chocolatée qui a été fondue dans sa poche, en restant devant un radar. À partir de ce moment-là, donc ils ont inventé le premier micro-ondes par Radarange. Donc il a envoyé les foyers donc des Américains à partir des années 50. Après donc l'évolution de cette méthode d'utilisation des micro-ondes dans le domaine domestique, donc ils sont vraiment donc incontestable, mais sachant que la fréquence donc tolérée pour les usages domestiques, il s'agit de la fréquence de 2,45 GHz pour les usages domestiques et 915 MHz pour l'usage industriel. Donc deux fréquences qui ont été donc réservées pour cette technologie, donc pour les foyers domestiques, pour l'utilisation ménagère. Pour les axes que vous avez présentés, est-ce qu'il y a des travaux avant de 2010, donc lorsque vous avez commencé, dans ce sens? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur l'aspect que vous avez entamé? Bon, évidemment, lorsqu'il m'a proposé la thématique sur Khaled Medani, donc c'était une thématique donc difficile à réaliser, parce qu'il n'y avait pas de travaux qui sont déjà publiés dans ce sens. C'était certes, donc en 2008, c'était donc l'époque qui donc commençait les micro-ondes d'envahir les publications donc en utilisant des micro-ondes d'envahir donc le monde scientifique. Mais avant 2008, je pense, il y avait donc peu d'articles, peu de travaux dans ce sens. Ils utilisaient à l'époque les micro-ondes, mais pour extraire des métaux lourds, pour extraire à partir du sol, mais ils n'utilisent pas comme des techniques d'extraction des substances bioactives. Et faites rappeler l'histoire de Farid Chebbat. Bon, l'histoire des micro-ondes, il y a un Algérien qui travaille au-dessus, c'est Farid Chebbat, qui est donc à l'université d'Avignon. Il était même ici en 2007, il était en qualité membre de jury dans les journées scientifiques organisées par le département des sciences alimentaires. Bon, lui il travaille sur les micro-ondes, mais quand on a sollicité, on voulait s'accrocher à cette thématique. Mais bon, on l'a sollicité pour un stage, il n'a pas donné son accord, c'était un avis défavorable. Après, nous avons la chance de solliciter le père des micro-ondes en Europe, c'est Giancarlo Cravotto. Donc nous avions donc la chance, avant d'aller à l'étranger, de travailler au laboratoire, de faire perforer des essais. On a sacrifié des ans de micro-ondes, mais on a pu donc élaborer un prototype adéquat pour faire les extractions. Puis après, une chance qui m'a été donc donnée de travailler avec Giancarlo Cravotto. C'est le père, c'est le constructeur des micro-ondes. D'ailleurs, hier, il m'a donc invité pour une conférence à Turin. Bon, malheureusement, vu les conditions de... Voilà. Je pense que j'ai répondu. Merci, c'est bon, c'est clair. Donc, en lisant le rapport de synthèse, en commençant de lire dans ce rapport de synthèse, vous avez essayé d'encadrer donc cet axe de recherche, ces travaux, dans la chimie verte. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire donc la chimie verte et comment on peut intégrer cet axe de recherche dans cette discipline ou là, dans cet aspect? Bon, la chimie verte, premièrement, c'est la valorisation donc des plantes ou bien des plantes directement. Entre autres, c'est l'impact de la technique elle-même sur l'environnement. Donc, le contexte de la chimie verte, c'est d'éviter de nuire à l'environnement. C'est ça le concept. Donc, bon, il y a 12 principes de la chimie verte, 12 principes.
c'est de favoriser donc l'éco-produit, donc d'éviter les déchets, de trouver une technique donc qui n'influence pas l'environnement. Donc il y a plusieurs principes, mais le principe donc c'est l'écohérence, c'est donc de trouver des techniques qui n'utilisent pas des solvants toxiques, qui peuvent générer des solvants comme déchets toxiques pour l'environnement. C'est ça, grosso modo. Toujours dans ce sens, parce que j'ai remarqué, là j'ai trouvé, donc vous avez utilisé donc plusieurs mots, donc par exemple l'éco-conception, l'éco-séchage, l'éco-produit, l'éco-extraction. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça? Sincèrement, pour le terme éco, parce que en voulant rejoindre cette appellation internationale, c'est les éco-extractions. Donc, ils sont classés. Les techniques que nous avons donc utilisées sont classées par les directives européennes comme des techniques écologiques. Donc, on utilise le mot éco. Donc, actuellement, le mot éco. Par exemple, en extraction, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-extraction? Lorsqu'on essaie de lier ou d'attacher cette extraction avec l'environnement. Par exemple, traditionnellement, l'utilisation des techniques traditionnelles pour faire les extractions peuvent aller jusqu'à une semaine. Mais en utilisant des micro-ondes, on a réduit le temps jusqu'à 60 secondes. Donc, une technique qui peut diminuer l'impact des solvants qui s'évaporent au cours de, par exemple, l'extraction, macération sur l'environnement. Donc, un autre avantage, c'est d'utiliser des solvants qui sont connus anciennement par des solvants par excellence à la nature, c'est l'eau. Généralement, on utilise l'eau comme un solvant d'extraction, c'est l'idéal. Donc, il n'a pas d'effet direct sur l'environnement. C'est ça l'avantage des micro-ondes. D'ailleurs, quand on utilise de l'eau, c'est le solvant le plus, c'est le solvant qui est le plus réactif avec les radiations micro-ondes. Donc, c'est le solvant idéal et par excellence, classé par les écologistes comme un solvant adéquat pour éviter toute dégradation de l'environnement. Il faut savoir juste une chose, que le mot éco, on trouve l'aspect écologique et aussi l'aspect économique. Donc ce n'est pas seulement l'aspect écologique. Donc il y a aussi l'économie. Donc toujours on essaie d'attacher l'environnement ou l'écologie à l'économie. D'accord, c'est pour ça. Et c'est pour le côté économique. C'est vrai, on n'a pas regardé du près, mais on a regardé dans les publications qu'on est en train de rédiger sur le séchage. On a même calculé le coût économique en utilisant la technologie des micro-ondes. On a regardé cet aspect-là, c'est vrai. Mais dans notre parcours dans l'extraction, on n'a pas regardé, mais on a exprimé cet aspect économique en diminuant le temps d'extraction. The time is money. Donc, j'ai aussi une autre question concernant les espèces végétales que vous avez utilisées. Vous avez utilisé 5 ou 4 espèces végétales. Pourquoi le choix de ces espèces? Est-ce que c'est par rapport au rendement? Est-ce qu'il y a des spécificités pour ces espèces? Peut-être pour la région, peut-être... J'ai deux réponses. La première, c'était les espèces pour les écorces de l'orange sanguine et citron, c'était ces espèces entrent dans la valorisation des sous-produits de l'orange. Parce que se trouve au laboratoire, on a une thématique qui travaille, une thématique. D'ailleurs, nous avons la chance de féliciter Monsieur Docteur Lumini d'avoir eu le prix de meilleur produit, 100% pur jus. Donc, il y a une thématique qui est spécifique, qui est spécialisée dans la partie jus et la partie valorisation. L'objectif, c'est de récupérer le déchet et de retravailler, et de valoriser ce déchet qui a été dégagé par Dr. Lumini. Pour les écorces et pour les citrons, l'objectif, c'était de préparer les infusions naturelles. On a pu publier, c'est pas publié, on a pu faire préparer des infusions à partir du citron. C'est un travail qu'on a optimisé avec un PFE, en concordement avec M. Mousset. Donc, entre dans la valorisation de cette matrice. Concernant les plantes, le myrte et le lentisque, ce sont des plantes qui sont connues dans notre région.
Donc ce sont des ponts qui ont envoyé ma région, donc notre région. En plus, ils sont connus par leur qualité nutritionnelle et thérapeutique, par leur contenance en substances bioactives. Notre objectif pour valoriser cette technique, donc l'erreur, soi-disant, on parle du côté statistique, l'erreur, donc elle sera donc mieux appréciée donc quand on travaille sur une matrice qui est riche que de travailler sur une matrice qui contient des substances qui ne sont pas non significatives. Donc c'était par leur richesse phytochimique et pour leur qualité nutritionnelle, mais aussi l'utilisation traditionnelle. L'antisque, donc à l'époque, donc nos ancêtres ils prennent des bouteilles d'eau, ils jettent à l'intérieur des feuilles d'antisque. Ça veut dire que ce sont des plantes qui sont déjà utilisées par nos ancêtres. Donc il serait question de regarder de près qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se fait quand on injecte cette feuille à l'intérieur d'une bouteille d'eau. Donc c'est ça, c'était l'objectif 2. Mais pour moi, donc notre équipe, on s'intéresse aux procédés. D'ailleurs, on parle de procédé, optimisation, procédé. La matrice, donc si on ne l'a pas vraiment, mais on a pris en compte cette. Moi j'ai dit ça parce que lorsqu'on parle en biologie végétale ou la physiologie végétale ou la écologie, donc le choix du matériel biologique, il faut le justifier toujours. Donc on ne peut pas prendre parce qu'il y a des milliers d'espèces. Pourquoi ça? Il n'est pas ça. Il faut d'abord toujours justifier pourquoi vous avez choisi le matériel biologique. Donc, j'ai une petite dernière question et je reviens à la question de mon collègue, le professeur Houali, concernant les perspectives, qu'est-ce que vous envisagez donc de faire donc à partir d'aujourd'hui? Sincèrement, pour moi, c'est un début. Donc, concernant les perspectives, c'est une question très délicate pour vous répondre clairement, parce qu'actuellement on a déjà des travaux qui sont en cours actuels, donc on est en train de travailler pour les perspectives dans la recherche. D'ailleurs, ce qu'on a récemment, j'ai mis un travail sur la valorisation de la boue en travaillant sur les sur le charbon actif. Donc on valorise la boue des stations d'épuration, on l'utilise comme absorbant, absorbant des colorants, comme un agent pour purifier, pour épurer l'eau. Donc ce projet il est en plein, on est en train de le faire. D'ailleurs, on avait des bons résultats. En utilisant la boue, on a pu débarrasser. On a utilisé comme un colorant le bleu de méthylène. En utilisant le charbon actif pour absorber ce bleu de méthylène et une boue traitée, subir différents traitements. En utilisant cette boue pour absorber le charbon, on a pu avoir des résultats de 80%. D'élimination du bleu de méthylène, d'absorber ce bleu de méthylène. Donc c'est un projet très consistant. Nous envisageons aussi également de traiter, parce qu'actuellement j'ai parlé avec le chef de département de l'Office national de l'assainissement. Le problème posé actuel, c'est la boue dégagée par les stations d'épuration. Donc l'État, elle dépense des sommes incontestables, énormes. Donc notre objectif, c'est d'essayer d'appliquer toujours cette notion micro-ondes et ultrasons pour stériliser cette boue et trouver, par exemple, l'application de cette boue pour des utilisations, par exemple, dans l'agriculture, dans différents domaines. Donc c'est un projet en cours. C'est toujours avec le laboratoire 3BS. Non, donc le projet il a été initié, il est initié à l'université de Bouira. Elle est initiée à Bouira. Parce que moi j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un laboratoire 3BS à Bouira. Donc c'est le... parce que
c'est vrai, donc M. Dahboun a contribué donc énormément dans le laboratoire. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il est autonome, il est toujours donc avec le laboratoire, mais on aimerait bien d'avoir une équipe donc, qui se forme au niveau de notre université pour lancer ces axes de recherche à notre niveau. Bien sûr, on reste toujours avec le laboratoire de l'OABS. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que j'ai discuté hier avec le professeur Ahouali, et d'ailleurs la discussion va concerner tous les membres du jury. Et je trouve que depuis cette année, les formations doctorales sont domiciliées dans les laboratoires. Et je trouve que la formation doctorale que nous avons fait agréer cette année, elle est assise entre celui qui a soutenu hier, donc Armis Meliana, elle est assise aussi à Bouira, donc il y a M. Mouni à l'intérieur, et il y a Djidje. Donc, cette nouvelle génération qui arrive, donc elle est domiciliée aussi dans des universités. Je pense que l'année prochaine, quand on va reconduire cette formation doctorale, de fait, le nouveau rang magistral tout jeune va se retrouver, et je pense que nous pouvons faire ensemble une école doctorale. Avec une école doctorale, autant d'étudiants qui circulent autour des universités ayant des moyens spécifiques, le partage des moyens peut faire encore un exemple de clonage de laboratoire 3BS ailleurs. Et c'est vraiment un rêve. Donc c'est un rêve que je lance à nos partenaires de Bouira, à nos partenaires de Armis Meliana et à nos partenaires de Djidje. Donc j'espère bien qu'on arrive à réussir donc ce projet. Donc sans trop tarder, je remercie, je félicite donc M. Dahboun une deuxième fois. Je lui souhaite donc une bonne réussite, donc soit dans la vie donc professionnelle comme dans la vie privée. Et je rends la parole à M. le Président.